One of President Trump's hand-picked prosecutors is now out of a top job just hours after a federal judge called her bid to stay in office a charade. Attorney General Pam Bondi says Lindsay Halligan has left the U.S. Attorney's Office in the Eastern District of Virginia after a judge barred her from calling herself U.S. Attorney and warned she was defying a binding court order. Bondi announced Halligan's departure late Tuesday on social media, calling it a significant loss and blaming Virginia's 2 Democratic senators for blocking her confirmation. Certains événements judiciaires ne se distinguent pas par le jugement lui-même, mais par la manière dont ils redéfinissent les limites d'action entre les pouvoirs de l'État. Le matin du 16 janvier, lors d'une audience préliminaire devant la 3e chambre fédérale du district et de Virginie, un magistrat fédéral a interrompu la procédure normale pour prononcer oralement une décision qui a sensiblement modifié la logique selon laquelle l'utilisation des preuves recueillies lors d'enquêtes antérieures contre des autorités publiques était interprétée dans des litiges ultérieurs. L'affaire concernait une demande de l'équipe juridique du président Donald Trump, qui sollicitait l'exclusion anticipée d'un ensemble de documents obtenus grâce à la coopération interinstitutionnelle, au motif que ces documents seraient contaminés par des motivations politiques et ne pourraient donc pas être réutilisés dans d'autres juridictions. Le magistrat a non seulement rejeté la demande, mais a déclaré haut et fort et de manière officielle que le contenu de la requête témoignait d'une tentative délibérée de limiter la portée fonctionnelle du système judiciaire dans l'intérêt du défendeur. Son discours a été bref, direct et complètement hors norme pour ce type de session. L'impact de cette déclaration ne s'est pas limité à ce moment précis. Quelques minutes plus tard, des représentants des commissions sénatoriales ont commencé à demander des transcriptions et des copies de l'enregistrement officiel de l'audience. En quelques heures, le contenu était déjà examiné par les membres du comité de surveillance du Congrès, qui ont commencé à discuter de la question de savoir si cet épisode pouvait constituer une tentative voilée d'obstruction institutionnelle avant même le début officiel du procès. Les juristes consultés par des médias aux lignes éditoriales diverses ont reconnu que la déclaration du juge, bien que juridiquement limitée à l'affaire en question, établissait un nouveau point de référence pour la manière dont la justice fédérale traite les stratégies de protection préalables menées par d'anciens chefs d'État. L'extrait le plus cité du discours du juge était son observation selon laquelle il n'appartient pas à l'accusé de définir quelles parties de la vérité doivent ou non être incluses dans le procès. En affirmant cela, il a démantelé l'argumentation de la défense, selon laquelle la réutilisation de matériel d'enquête, même dans des contextes différents, violerait le principe d'impartialité. Selon le juge, accepter une telle prémisse reviendrait à accorder à toute personne faisant l'objet d'une enquête le privilège de modifier rétroactivement les limites de la poursuite pénale. Le magistrat a également souligné que la séparation entre les sphères politiques et les mécanismes judiciaires existe précisément pour éviter que des intérêts ponctuels ne prennent le pas sur le déroulement factuel des enquêtes. Le silence qui s'est installé dans la salle après la lecture de l'ordonnance a été interprété comme un signe du poids institutionnel que portait cette déclaration. La retransmission de l'audience, réalisée en circuit fermé mais enregistrée sur vidéo officielle, a permis au contenu de devenir rapidement l'objet d'une diffusion publique, y compris auprès d'observateurs internationaux. Le ton adopté par le magistrat, bien que modéré, ne laissait aucune place à des réinterprétations. La Cour identifiait dans cette requête non seulement une stratégie juridique légitime, mais aussi une tentative de modeler de manière préventive le champ d'admissibilité des preuves, ce que le magistrat a qualifié de non conforme aux principes qui sous-tendent l'intégrité des processus démocratiques. Ce choix de mots a été souligné par des experts en droit constitutionnel
comme un signe que le système commence à réagir, non seulement au contenu des affaires, mais aussi à la manière dont certains acteurs tentent d'influencer la dynamique judiciaire par des manœuvres procédurales successives. Plusieurs analystes ont souligné que, bien qu'il n'y ait pas eu de décision finale sur le fond, cet épisode marque le début d'une nouvelle phase dans les relations entre les tribunaux fédéraux et les stratégies défensives des personnalités publiques impliquées dans de multiples litiges simultanés. L'enjeu n'était pas seulement l'admissibilité d'un document, mais la capacité du système à préserver son autonomie face aux tentatives de détournement du récit. C'est dans ce contexte que l'épisode survenu à Arlington doit être interprété non pas comme une exception isolée, mais comme faisant partie d'un mouvement plus large de résistance institutionnelle face à des tactiques qui mettent à rude épreuve les limites fonctionnelles du pouvoir judiciaire. De tels épisodes, qui révèlent les mécanismes internes du système en direct, sans filtre ni édition, renforcent l'importance de suivre les développements à travers des analyses qui contextualisent ce qui est en jeu dans chaque détail. C'est pourquoi nous maintenons cet espace, pour offrir une lecture claire d'événements qui, même discrets à première vue, indiquent des changements profonds dans les rouages démocratiques. À partir de là, la convergence entre différentes instances du système juridique et législatif a commencé à fonctionner comme un élément d'amplification institutionnelle de l'épisode. La décision orale, rendue par le juge d'Arlington, a rapidement été interprétée comme plus qu'une réponse ponctuelle à une demande procédurale. Elle est devenue une sorte de jurisprudence informelle et qui a relancé les débats sur les limites du contentieux stratégique dans le contexte d'anciens mandataires impliqués dans de multiples procédures simultanées. Le bureau du procureur général du district de Columbia, qui mène des actions parallèles sur la base de documents partiellement similaires, a émis un avis interne soulignant que la décision pourrait être citée comme argument supplémentaire contre les tentatives futures d'invalider les éléments de preuve partagés entre les enquêtes. Cette initiative a donné lieu à une note technique émise par le Conseil de surveillance judiciaire, qui a souligné la nécessité de normaliser les orientations sur la réutilisation licite des preuves dans les actions connexes, afin d'éviter des interprétations opportunistes qui affaiblissent les paramètres du contradictoire. C'est dans ce contexte que la déclaration publique du juge commence à prendre toute sa dimension interprétative. En se positionnant clairement contre le fractionnement sélectif du contenu probatoire, le magistrat a mis en évidence un point de tension qui avait été relégué au second plan, l'instrumentalisation des lacunes procédurales comme moyen de limiter la portée du contrôle juridique sur des personnalités ayant historiquement bénéficié d'un accès privilégié au fonctionnement institutionnel. Cette interprétation ne fait pas l'unanimité, mais elle est soutenue par des membres expérimentés du système juridique. Des rapports techniques internes des tribunaux fédéraux de New York et de Géorgie indiquent que des équipes d'analyse réexaminent des demandes antérieures sur la base du modèle narratif identifié à Arlington. Selon des personnes ayant accès à ces documents, la préoccupation est que des pratiques juridiques d'apparence formelle, mais ayant pour effet pratique de limiter la transparence judiciaire, se consolide. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode, même sans jugement définitif, a suscité une série de réactions. En moins d'une semaine, 3 commissions sénatoriales ont demandé des études techniques sur l'utilisation croisée de preuves dans des litiges simultanés basés sur des faits connexes. La Cour suprême, bien qu'elle ne se soit pas prononcée officiellement, a autorisé la publication d'une note explicative rédigée par des conseillers juridiques et soulignant les limites constitutionnelles de l'autonomie procédurale des tribunaux inférieurs lorsqu'ils sont confrontés à des stratégies qui mettent en péril l'intégrité des poursuites pénales. Ce document, bien que technique, a servi de signal indiquant que la Cour suit attentivement la tendance qui se dessine. Il ne s'agit pas d'une ingérence directe, mais d'un signal institutionnel clair,
la préservation du fonctionnement du système est une préoccupation. Une partie de cette inquiétude découle du fait que les demandes formulées par la défense du président ne remettaient pas en cause la légalité des preuves en elles-mêmes, mais cherchaient à en restreindre l'utilisation sur la base d'interprétations subjectives de l'intention de l'enquête. Ce déplacement du débat de la sphère objective de la validité vers le domaine plus fluide de la motivation représente un risque connu des spécialistes: l'affaiblissement des critères techniques au profit d'arguments fondés sur la perception politique. À partir du moment où des preuves documentaires peuvent être exclues sur la base de l'hypothèse que leur collecte aurait été motivée par une inclination idéologique, cela ouvre un précédent qui peut être reproduit par tout accusé en position d'influence. C'est cette logique que le juge a cherché à interrompre en agissant de manière atypique. En exprimant sa position devant tout le monde, il a posé un jalon qui est désormais considéré comme un tournant. Il ne s'agissait pas seulement de rejeter une demande, mais d'affirmer que la demande elle-même allait à l'encontre des principes opérationnels de la justice. Cette distinction est importante, car elle introduit dans le débat juridique un élément qui était jusqu'alors évité: la reconnaissance explicite que certaines stratégies défensives, lorsqu'elles sont utilisées de manière systématique, peuvent avoir des effets systémiques. En coulisses, on estime que la répétition coordonnée de demandes présentant des structures argumentatives similaires, même si elles sont présentées devant différents tribunaux, constitue un schéma, et les schémas, lorsqu'ils sont identifiés, exigent une réponse institutionnelle. C'est pourquoi les répercussions de cet épisode se sont également étendues au niveau politique. Des parlementaires de différentes tendances idéologiques ont commencé à traiter la question, non seulement comme un conflit juridique, mais aussi comme un défi à la stabilité des mécanismes de responsabilité. La direction de la Commission de la justice de la Chambre des représentants, par exemple, a demandé des études comparatives sur la manière dont d'autres démocraties consolidées traitent la réutilisabilité des éléments d'enquête entre les procédures. L'objectif déclaré n'est pas d'interférer dans les décisions judiciaires, mais de proposer des cadres réglementaires qui empêchent le système d'être capturé par des mouvements qui, bien que juridiquement fondés, servent à des fins d'obstruction coordonnées. Le débat en est encore à ses débuts, mais il est déjà évident que l'affaire Arlington a dépassé les limites du tribunal où elle a pris naissance. L'observation publique la plus récurrente parmi les analystes est que cet épisode a suscité une sorte de réponse défensive de la part du système institutionnel. Non pas dans le sens d'une riposte politique, mais dans celui d'un rétablissement de la cohésion interne face à un mouvement qui remet en cause les mécanismes de continuité juridique. La nomination récente de 2 nouveaux juges auxiliaires spécialisés dans l'admissibilité des preuves devant les cours d'appel a été interprétée en coulisses comme faisant partie de cette réponse. Même s'il ne s'agit pas de mesures directement liées à l'affaire, le contexte dans lequel elles s'inscrivent révèle une tentative du système de se protéger contre les lacunes interprétatives susceptibles de compromettre la prévisibilité des jugements. La tension entre stratégie procédurale et préservation institutionnelle n'est pas nouvelle, mais son intensification récente place le système dans une position inédite, celle de devoir affirmer explicitement que toute utilisation légitime des instruments juridiques n'est pas nécessairement compatible avec les principes qui sous-tendent l'ordre démocratique. Ce point, bien que subtil, est au cœur du débat actuel. Et c'est précisément ce type d'analyse qui distingue la légalité formelle de la légitimité fonctionnelle qui guide le travail de cette chaîne. Suivre, avec rigueur et équilibre, les mouvements du système lorsque les mécanismes institutionnels eux-mêmes font l'objet d'une controverse. Parmi les juristes, cet épisode continue d'être analysé avec prudence, sans que des conclusions définitives soient tirées d'un acte encore récent.
Mais il existe déjà une convergence préliminaire. Il semble marquer un moment où le système a commencé à réagir non seulement au contenu technique des litiges, mais aussi au modèle structurel selon lequel ils sont menés par des acteurs dotés d'un historique de pouvoir institutionnel. La discussion ne porte plus strictement sur ce qui a été décidé, mais inclut désormais, avec une importance croissante, la manière dont la décision a été présentée et ce que cela signifie quant aux limites opérationnelles du pouvoir judiciaire face à des stratégies procédurales très complexes. Pour une partie importante des experts, la conduite du magistrat d'Arlington doit être comprise comme un revirement légitime. Cette interprétation soutient que, ces dernières années, certaines formes d'action procédurale ont commencé à fonctionner comme des instruments de distorsion du fonctionnement normal de la justice, non pas en violant directement la procédure, mais en exploitant ses permissions de manière à vider de son sens fonctionnel la responsabilité publique. Il s'agit de stratagèmes qui peuvent exister dans le répertoire formel et qui, pourtant, ont un effet corrosif en reconfigurant les filtres d'admissibilité, en prolongeant les litiges à plusieurs niveaux et en fragmentant la continuité des enquêtes. Pour ce groupe, la décision orale ne représente pas une mise en scène, mais une réaffirmation. Le pouvoir judiciaire signalerait qu'il n'acceptera pas que des techniques formellement autorisées soient converties en blocage systémique. Cependant, il existe des interprétations plus réticentes, notamment parmi les constitutionnalistes et les spécialistes du comportement institutionnel des tribunaux, qui se concentrent moins sur le fond que sur la forme. Pour ce courant, même si le contenu de la décision trouve un soutien technique, le choix de la déclaration orale, avec une densité institutionnelle élevée, peut avoir produit un effet politiquement sensible. L'apparence que le magistrat a projeté au public un jugement qui pourrait être interprété comme une moralisation anticipée de la conduite de la défense. La critique n'affirme pas qu'il y a eu erreur juridique, mais elle lance un avertissement. Lorsque le langage institutionnel est exposé en audience publique, dans des litiges à connotation politique, la manière dont il est énoncé peut influencer la perception sociale des procès en cours. C'est là qu'émerge la discussion sur l'équilibre à la frontière délicate entre transparence et retenue. À partir de cette tension, le débat s'est élargi à une question plus générale. Les décisions ayant un impact systémique devraient-elles être exprimées lors de séances publiques, oralement, ou rester dans le domaine plus contrôlé et moins interprétable des ordonnances écrites? Une partie des opérateurs du système soutient que, dans des situations exceptionnelles, l'oralité renforce la confiance du public, car elle montre clairement que le pouvoir judiciaire reconnaît les schémas récurrents de litiges défensifs et y réagit avec une fermeté institutionnelle. D'autres, cependant, soulignent le risque que cette exposition amplifie les interprétations polarisées, en particulier lorsque le litige implique des personnalités disposant d'un capital politique actif, capable de convertir les actes judiciaires en épisodes de discours publics et de disputes symboliques. L'absence de consensus montre que le système est encore en phase d'adaptation, précisément parce que ces rites traditionnels sont mis sous pression par des stratégies juridiques qui sortent du cadre historique habituel. Parallèlement, on constate de plus en plus que l'affaire Arlington tend à servir de référence indirecte dans des litiges similaires, même si elle n'établit pas automatiquement une jurisprudence formelle. Selon certaines informations, des juges de première instance auraient déjà mentionné en interne cet épisode comme un point d'attention institutionnel, notamment en raison de son lien avec l'intégrité de la chaîne de conservation des preuves et la préservation de la continuité de l'enquête. Cela ne signifie pas que les tribunaux futurs reproduiront le format oral, mais indique que l'événement a été enregistré comme un avertissement, une sorte de marqueur interne sur ce que le système est prêt à tolérer lorsqu'il perçoit des tentatives de limitation préventive de l'enquête par des moyens indirects.
Les avocats spécialisés en droit public estiment que la tendance est à un renforcement de la rigueur dans la sélection initiale des arguments de la défense. En particulier lorsqu'il y a des signes indiquant que l'objectif n'est pas de contester le fond, mais de limiter le champ d'enquête par des voies procédurales. À ce jour, il n'y a eu aucune initiative explicite de la part de la Cour suprême fédérale visant à réviser les critères relatifs à la réutilisation des preuves dans des affaires connexes. Néanmoins, les observateurs attentifs à la dynamique interne de la Cour ont remarqué des signes subtils indiquant que le sujet était débattu. Des ministres traditionnellement associés aux questions de procédure ont commencé à mentionner, dans des interviews et des notes techniques, l'importance de préserver le principe de continuité juridique. Ce type de déclaration, même discrète, indique généralement que la question est désormais à l'ordre du jour de l'institution, même si aucune décision formelle n'a encore été prise. La Cour a tendance à agir avec parcimonie, mais elle suit de près les cas où les instances inférieures manifestent leur malaise face à de nouvelles tendances en matière de contentieux, en particulier lorsqu'elles impliquent d'anciens détenteurs du pouvoir exécutif fédéral. Parmi les analystes politiques, l'interprétation dominante est que cet épisode ne peut être considéré comme un événement isolé. On observe un effort croissant pour l'interpréter comme le symptôme d'un problème plus large, la difficulté du système à répondre avec agilité aux stratégies sophistiquées de blocage institutionnel menées par des personnalités expérimentées dans l'art d'opérer dans les zones grises de la loi. Pour ces observateurs, le litige ne porte pas seulement sur les preuves, mais aussi sur le rythme de la responsabilisation publique. La tentative de restreindre les instruments de preuve avant leur présentation complète est interprétée comme un renversement de la logique du processus, dans la mesure où elle cherche à transférer à l'accusé une sorte de contrôle préalable sur les mécanismes de vérification des faits. Il n'y a pas encore de réponse définitive à cette tension, mais cet épisode a déclenché un signal d'alarme qui risque de se répéter dans d'autres forums et sous d'autres formes. Le scénario reste donc ouvert. Il n'y a pas de conclusion définitive quant à savoir si le juge a agi dans un équilibre idéal ou si le choix de l'oralité a produit un niveau d'exposition qui aurait pu être évité. Il n'y a pas non plus de consensus sur les effets pratiques de la décision dans les litiges en cours, impliquant le président. Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est l'émergence d'une nouvelle couche de complexité institutionnelle. À un moment où les frontières entre le droit de la défense et les manœuvres obstructionnistes sont réévaluées avec une attention intense. Pour les praticiens du droit, une leçon préliminaire semble s'imposer. Le système a tendance à réagir lorsqu'il identifie des répétitions de schémas. Pour le public qui suit le fonctionnement institutionnel, il ne reste plus qu'à observer les prochains mouvements d'un pouvoir judiciaire mis à l'épreuve, non seulement par le contenu de ses décisions, mais aussi par sa capacité à préserver la confiance du public, tout en faisant face à des stratégies qui font pression sur ses propres rites. C'est précisément en raison de ces inflexions discrètes, capables de redéfinir les contours du possible, sans bruit ni spectacle, que nous suivons attentivement chaque session, chaque argument et chaque réaction institutionnelle qui s'ensuit. Dans ce type d'épisode, ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort d'un dirigeant politique, mais la manière dont le système réagit lorsque ses propres procédures cessent d'être de simples instruments techniques pour devenir le cœur du conflit.